Très bien. Eh ben, c'est super. Donc, c'est notre deuxième cercle de compassion. Je ne savais pas trop comment les appeler, mais je pense que ça sonne bien. La compassion, c'est universel. C'est ce qu'on a vu un peu la dernière fois. C'est pas nécessairement quelque chose de religieux, c'est quelque chose d'humain avant tout. Et donc, je me suis dit peut-être s'inspirer de certains textes de sa sainteté. C'est pour ça que je vous ai posté quelque chose sur le WhatsApp pour parler aussi, pourquoi pas, de la patience. Mais après, si vous avez envie d'évoquer d'autres points, pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut... Les thèmes généraux, en fait, c'est comment essayer de promouvoir le vivre ensemble, comment essayer de garder la paix intérieure dans ce monde de plus en plus incertain, etc. Comment essayer de trouver une forme de résilience parmi tout ça. Donc, voilà, c'est des thèmes un peu généraux, mais après, c'est à vous d'orienter, si vous le souhaitez, la discussion vers d'autres points. C'est très libre. Ouais, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la patience? Ça commence direct. Question, paf, pif, paf, pouf. Il va falloir que tu attendes pour une réponse. Il va falloir C'est être vous qui patient faites pour pas avoir la ça. réponse. Ah oui, parce que tu lis le message de WhatsApp, c'est ça, non, Michel? Non, je suis pas encore sur le groupe du WhatsApp. J'ai demandé l'autorisation, que tu Ah, m'inscrives et donc je l'ai pas pour l'instant. ok, d'accord. Tu l'as demandé quand, ça? Il y a 3 minutes. Ah, c'est pour ça, d'accord. Oui, c'est assez court. J'ai C'est pour pas été ça. assez. Je suis patient, hein. D'accord. Donc, tu seras sur le groupe tout à l'heure. Merci. Impeccable, oui. Donc, c'est un message que j'ai posté. C'est sa sainteté Dalai Lama qui parle. Je crois que c'est dans Sagesse ancienne, Monde moderne, très bon livre, dans lequel il parle beaucoup aussi de l'éthique séculière, un thème qui lui est cher, parce que forcément, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, voire même il y a des gens qui sont anti-religieux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour nos contemporains qui n'ont pas nécessairement envie d'entendre certains dogmes, etc., pour trouver une forme de résilience? Et donc, la patience, c'est forcément, j'imagine, une composante essentielle de la résilience. Vous en pensez quoi? C'est évident, C'est hein? vrai. C'est évident. C'est une évidence. Oui. Enfin, pour moi, pour répondre à la première question que tu disais, bah déjà, la patience, c'est ce qui permet de pas saisir intérieurement dans une énergie qui est très, très, très inconfortable, je dirais. Dans l'impatience, il y a toujours une saisie, une tension inconfortable. Avec elle vient s'enchaîner des pensées, puis après des actes, hein, des réactions, on va dire. Donc effectivement, pour moi, la patience, le jour où j'ai compris que c'était la patience, parce qu'il a fallu le temps, mais le jour où j'ai compris que c'était la patience le secret, bah, ça m'a fait gagner beaucoup on va dire, beaucoup de paisitude, on pourrait dire, hein. C'est vrai que ça a été, ça a été un grand pas en avant parce que bah, désormais, maintenant, voilà, dès que je commence à sentir un tout petit peu cette saisie intérieure, hop, 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 j'arrête tout ça. Puis ça va beaucoup mieux, quoi. La vie est beaucoup plus douce, plus facile, plus légère. Les épreuves sont toujours là, mais au moins, on ne s'implique pas à l'intérieur au niveau émotionnel. Et ça, c'est important. La patience, c'est la clé de tout pour moi. C'est magnifique. Ouais. Donc, en effet, son opposé, c'est l'impatience. Ouais, tout le monde est d'accord. L'impatience, on pourrait dire l'irritation, le mécontentement, la colère, voire même Mm. ouais, le dépit, le désespoir. Ça peut aller jusque-là. Ouais, tout le monde est d'accord que l'opposé de la patience, c'est la colère, l'irritation, etc. Ouais. J'accepte. Ah, Ouais. Gavi, qui a tellement l'habitude des débats. C'est ça. Ok. Ouais. C'est le- c'est son opposé parce que. Parce que c'est son remède. Oui, exactement. Ouais, la patience, c'est le remède à la colère, en effet. Et parfois, on a tendance à confondre la patience avec la résignation. Ouais, Passivité. souvent. Hein? Oui, La Rosie? passivité aussi. Oui, exactement. On confond pacifisme et passivité, ouais. Alors qu'en Oui. fait, c'est très éloigné, non? Ouais. Oui, Ouais. Par exact. exemple, justement, dans le message que je vous ai envoyé des propos de sa sainteté.
il parle de l'occupation chinoise. Mm. Ouais, il parle de tous ces drames qui sont vécus par de nombreuses personnes, bien sûr le peuple chinois lui-même en premier, et aussi le peuple tibétain, le peuple ouïghour et d'autres. Ouais. Donc sa sainteté parle de Lopen-La, qui est un moine de Namgyel, qui a survécu à toutes ces séances de torture, d'humiliation, etc. Grâce à quoi? Grâce à la patience Grâce à La la passion compassion. et à la et compassion, la oui. compassion. Exactement, c'est magnifique, non? C'est Oui, magnifique. Ouais. Donc c'est là qu'on voit que c'est une composante essentielle de la résilience. Ouais. Quelqu'un comme moi qui serait torturé tous les jours, je finirais complètement dingue. Mais de telles personnes sont tellement résilientes grâce à leur compassion, grâce à leur patience. C'est magnifique. Et donc maintenant qu'on a vu les bienfaits de la compassion et de la patience, maintenant comment on fait? Comment on fait pour les développer? Est-ce que vous avez des idées comment vous faites, vous, pour ne pas finir complètement dingue en voyant tout ce qui se passe aux infos? Ah ben déjà, on peut couper, mais Aussi. on peut c'est couper ce les que sources j'allais dire. d'impatience, hein. On peut se séparer des causes de la souffrance qui nous entraînent dans des réactions un peu, justement, d'impatience, d'insatisfaction, de colère. Oui. Euh, Mm. Pratiquement, il y a des choses simples qui sont tout simplement de prendre l'habitude de respirer. Oui. Euh, de se dire, ben, ouais, si je sens que ça monte, je respire deux, trois fois profondément, d'apporter une réponse. C'est pas facile, Mm. mais c'est un entraînement. Oui. Oui, ça permet de temporiser un peu. Oui, Ouais. C'est un peu moins frais dans notre esprit, et donc ça permet de, oui, en effet, temporiser. Donc oui, l'une des causes de la patience, en effet, ben, c'est de s'éloigner des causes de la colère. Ouais, c'est une très Mm. bonne, des sources de la colère. Ouais, c'est une très bonne façon. C'est un premier pas, j'ai envie de dire. C'est se mettre un petit peu au vert, se mettre en vacances. Ça fait du bien. Ouais. Éteindre la télé. Éteindre la télé. Ouais, essayer de s'informer, mais de manière, comment dire, utiliser les médias d'une manière un peu avertie. Ouais, Voilà. savoir qu'en effet, depuis la préhistoire, hein, notre cerveau regarde ce qui ne va pas. Mm. Ouais, c'est ce que dit Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme. Il dit qu'on a des automatismes. On est un petit peu formé à voir ce qui ne va pas pour détecter le moindre danger, etc. Donc forcément, notre cerveau a l'habitude de ça, de voir que ce qui ne va pas. Ouais, mais est-ce que c'est une fatalité? Non. En même temps, ouais, là, c'est ce que j'allais dire, parce que couper la télé, je le vois souvent dans les élèves qui viennent me voir, qui vont voir le réflexe de dire oui, effectivement, bah, pas de télé, pas d'infos pour pas se faire, entre guillemets, contaminer par cette masse d'informations qui arrive, qui est souvent négative, etc. Mais justement, je pense qu'il faut faire aussi attention de ne pas se voiler la réalité, parce que le monde est souffrance. Nous sommes dans Samsara, c'est une réalité. Il y a des peines, il y a des douleurs, il y a des guerres, il y a plein de... Je veux dire, nous, il faut quand même relativiser. On vit quand même, euh, je peux dire, si on compare à l'échelle de l'humanité entière, sur la nuit des temps, on vit dans un environnement de Dieu, de demi-dieu, quoi. On a quand même tout ce qu'il faut. Même si nos vies sont pas faciles, je suis la première à avoir vécu de gros obstacles, autant matériels que bon, plein de choses. Mais ça n'empêche pas que je suis consciente que autour de nous, il y a toujours pire, qu'il y a vraiment des gens qui vivent dans des situations, des milieux, des environnements dramatiques. Et donc, se couper de la réalité, je pense pas que c'est bon, mais que par contre, justement, on doit pouvoir utiliser cette réalité pour transformer euh, cette négativité que l'on reçoit vers toujours plus intérieurement de compassion, d'amour vis-à-vis de ces personnes en souffrance, et ce qui va nous aider toujours à toujours plus relativiser, à comprendre que nous, ben, nous sommes vraiment dans une situation idéale et que à ce moment-là, on va pouvoir œuvrer en continuant nos transformations et entre guillemets nos attachements et nos manques de patience face à ce qui pourrait être assez relativement faible finalement par rapport à ce que peuvent vivre certaines personnes, ben, transformer cela pour justement essayer ben, de contribuer aux autres et d'aider toujours plus à avoir ce type de pensée
et toujours penser d'une manière très générale, c'est-à-dire, ok, c'est la merde partout, parce qu'il faut parler tel que c'est la merde partout, mais cette merde-là, on peut arriver à la transformer. euh, En et engrais. surtout, il faut pas se voiler la face. Elle est là, elle existe, c'est une réalité. Donc, on doit s'en servir d'un tremplin pour développer toujours plus d'amour et de compassion. Enfin voilà, moi, c'est mon idée là-dessus, quoi. C'est que je pense qu'il faut pas couper en fait avec cette réalité-là. Ouais, je suis assez Se d'accord. fermer en se disant oui, mais il y en a trop. Ouais, je suis assez Mm, d'accord. C'est important de se tenir informé sur notre monde parce qu'on vit dans ce monde, etc. Après, de ne pas non plus se laisser en effet bouffer par tout ce qui peut sembler complètement à côté de la plaque, complètement déshonorant pour la nature humaine, etc. Mais en effet, ça permet de relativiser. C'est un petit peu ce que disait Eustache la dernière fois, quand les gens regardent des émissions très noires, etc. C'est pour se dire, ah bah finalement, ma situation, ça va à peu près bien. mm. Ouais, et donc c'est une façon de relativiser aussi, de se dire, bah finalement, moi je suis plutôt, ça va plutôt bien. Et en effet, c'est une bonne façon hein, de contrecarrer la colère, de relativiser, de mettre en perspective notre Mm. situation par rapport à celle d'autrui. Ouais. Oui, Eustache? Euh, Moi, j'avais une idée aussi parce que avec les lectures et tout ça, je me suis rendu compte que finalement, c'est un câblage, je dirais, neuronal de notre esprit qui fait qu'on réagit de la façon dont on réagit et que finalement, le problème, c'est l'identification avec, quel que soit le problème qu'on a, en fait, la réaction qu'on a, c'est parce qu'on s'identifie au problème et on ne met pas de distance. Donc, une idée, en fait, c'était vous allez trouver ça, vous allez rire, mais quand on s'adresse à soi-même avec, en disant, pas je, mais disons, on dirait, dans un premier temps, si c'est moi, par exemple, qui a un problème, je dis, mais qu'est-ce que Stache ferait dans ce moment-là, à ce moment-là? Et en fait, juste de dire qu'est-ce que Stache ferait, je me dissocie, en fait, de moi en disant je, et ça permet à mon cerveau, d'une certaine façon, de dire, tiens, il y a un petit bug en fait, il ne comprend pas. Et ça crée une distance entre moi finalement et Eustache. Et ça me permet finalement de prendre du recul, de la patience et de réfléchir sans m'identifier par exemple au problème. Et pour aller plus loin encore, quand on prend un modèle, parce que c'est dans le même, on va dire, style, en disant qu'est-ce que ça je dirais, je pourrais dire mais qu'est-ce que le Bouddha dirait là? Qu'est-ce qu'il ferait? C'est dans le même principe, enfin c'est le même chemin, mais dans un chemin, une fois qu'il est un peu plus abouti, on a pris l'habitude de s'adresser à la troisième personne, on va un petit peu plus loin. Et du coup, on dirait mais qu'est-ce que le Bouddha ferait? Et du coup, juste en pensant comme ça, le câblage dans notre cerveau est différent. Parce que au lieu d'aller dans une partie du cerveau où il y a le jeu, mais même c'est pas juste une partie, il y a plusieurs parties. Et ben en fait, il dit ben il y a un problème et il va se dissocier et il va y chercher le côté social parce que nous sommes des êtres sociaux. Et du coup, il y a une sorte d'interconnexion et ça rejoint l'interdépendance en disant quand je commence à dire mais qu'est-ce que ça dirait ou qu'est-ce que mon idole dirait, une idole qui est peut-être qu'on peut aimer. Mais voilà, si c'est le Bouddha, eh ben, on dit qu'est-ce que le Bouddha pourrait faire dans cette situation. Et du coup, en faisant ça, eh ben, on rejoint une autre partie de notre cerveau qui est en interconnexion et il nous dit en fait, nous sommes des êtres sociaux et en interconnexion les uns avec les autres. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est juste en fait en mettant de la distance finalement, on arrive à prendre de la hauteur et du coup à ne plus s'identifier au problème et de pouvoir réfléchir sainement et de ne pas réagir. Et du coup, ça rejoint la patience avant de réagir. Oui, prendre de la Voilà. distance, euh, insister plus sur l'aspect solution, se tourner vers la solution plutôt que de ruminer pourquoi moi, etc. Ça peut être une bonne façon de faire Mhm. aussi, ouais. Ouais, c'est très très utile, ouais. Parce que sinon on bouffe son énergie pour pas grand-chose. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Qu'est-ce que j'ai fait au Bouddha? Mais si on se tourne vers la solution, on consacre son temps, son énergie, sa disponibilité vers une solution,
Déjà, on commence à moins ruminer, non? Mais il faut pouvoir déjà mettre la distance parce que sinon, elle n'arrivera pas. Parce Oui, que si en fait la boule de neige, en fait la neige quand elle descend, en fait la petite boule quand elle descend de la montagne, on peut encore l'arrêter, mais si elle est en bas, c'est fini, on peut plus l'arrêter, hein. Donc en Mm. fait, il faut avoir l'introspection. En fait, il faut être conscient de sa conscience tout le temps. En fait, on Oui, ne peut pas rester sans rien faire. Il faut être toujours conscient, d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient pour finalement ne pas se laisser happer. Parce que finalement, c'est très mm. rapide. Mm. Être Et conscient et puis peut-être aussi réagir au bon moment quand on voit qu'on est dans des pensées un peu sombres. On peut mettre un peu de lumière dans tout ça. On peut volontairement commencer à penser, comme tu disais, aux autres, à cette mise en perspective dont a parlé Val aussi. Donc c'est une très bonne façon aussi de se dire à quoi je pense, quelles sont les pensées que j'entretiens actuellement, plus ou moins volontairement d'ailleurs, plus ou moins sous le radar, et donc mettre en lumière ce type de pensée et essayer de volontairement cultiver des attitudes saines. Ouais, l'altruisme, la bienveillance, la compassion, etc. Non? On a ce pouvoir-là. Ouais, vous êtes cet d'accord? espace, cet espace dont tu parles, Eustache, en fait, moi, je l'appelle un petit peu l'espace qu'on va mettre entre justement l'émotionnel et les pensées. Et, et en fait, enfin, j'aime bien le résumer en disant qu'effectivement, on cherche à développer le fait d'agir plutôt que de réagir. Parce que réagir, c'est quelque chose qui se fait sous le coup de l'émotion. Il y a quelque chose qui nous arrive, j'aime pas, je vais réagir tout de suite émotionnellement. Que agir, justement, il y a un petit espace, il y a une zone tampon entre deux, dans lequel, comme tu dis, on commence à s'interroger, ok, on ramène bah, soit l'enseignement du Bouddha, soit, comme tu l'as dit, bah, ceux qui nous parlent. Et là-dessus, bah, comment est-ce que je réagirais dans enfin, cette personne réagirait dans cette situation? Ou du moins, comment moi je réagirais, excusez-moi, comment moi je réagirais dans cette situation si je n'impliquais pas mes émotions dans tout ça? Si je, donc là, après, je regarde donc l'émotion. Ok, c'est ça qui monte. Je la laisse couler de côté, laisse-la passer. Elle ne sert à rien. Et maintenant, regardons le problème avec un regard un peu plus apaisé. Donc en fait, c'est vraiment d'agir au lieu de réagir. Un peu l'idée de créer cet espace permet l'action et non plus la réaction. C'est la réaction qu'elle efface. Parce que la réaction, c'est vraiment, ça arrive et tac, boum, je réagis tout de suite, quoi. Mm. Émotionnellement, forcément. Que s'il y a cet espace, cette zone tampon entre deux, voilà, je vais pouvoir agir en sagesse, c'est-à-dire en conscience. Conscient de ma réflexion, de mes pensées et de ce qu'il faut, ce qui est en balance sur le plateau, quoi. Et, ouais. Mm. Super, Michel, oui. Oui, il semblerait donc qu'il y ait au moins deux formes de patience, une patience réactive et une patience active. Une patience réactive qui est un peu une patience animale de protection. Qui dit, ben, il y a un danger, je vais me protéger, je vais me retirer du danger, je vais m'écarter. C'est un petit peu notre côté animal. Une patience active, alors si on garde le côté animal, ça serait la patience du chat qui attend que la souris sorte du terrier. Donc c'est une patience qui a un objectif. Comme, comme en tant que bouddhiste, notre objectif, c'est quand même de réaliser un état de sagesse, de sérénité. Et effectivement, si on met cet état, comme disait Eustache, si on met cet objectif devant nous, ça nous aide à cultiver cette patience et à pratiquer cette patience. Mhm. Donc, au moins deux Ouais. objectifs à la patience, deux façons de la gérer, quoi. Et Oui, vas-y. les Ouais, deux en... moi, c'est plutôt du genre temps mort et puis c'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et puis à partir de là, tu réfléchis à comment agir. Mhm. Ouais, de faire une pause, Ouais. en effet, et Et puis de se poser. revenir à l'intention, c'est quoi mon but? C'est quoi? Je veux quoi? Mhm. En Pour fait, moi, c'est pour les dire autres, aux... Ouais, ouais. En fait, ce que tu dis là, en fait, ça dépasse. Ce que tu dis là est très intéressant dans le sens où
on est tous différents parce qu'on a tous des valeurs personnelles qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que nos réactions ne sont pas les mêmes en fonction de notre vécu, de notre karma, de beaucoup de choses. Si on demande à chacun de nous quelles sont vos valeurs intrinsèquement profondes sur lesquelles, dès qu'on touche, ben, vous réagissez, parce que finalement, ces valeurs-là, on en a tous, elles sont à peu près, en général, différentes, même s'il y a certains qui sont les mêmes. Et ces valeurs principales, c'est ce qui nous caractérise. Et quand on les touche, eh ben, c'est là qu'on réagit. Après, il y a des valeurs périphériques qui sont greffées là-dessus. Et ça, effectivement, on peut toujours travailler dessus. Mais les valeurs principales, c'est très compliqué parce que dans notre cerveau, nous avons des autoroutes qui sont déjà faites parce qu'on les emprunte tout le temps. Et pour essayer de faire des petites routes parallèles ou en fait qui partent, ben, c'est très compliqué parce que un sanglier, quand il marche une fois, ben, il fait une petite trace. S'il continue à marcher, ben, après, ils vont tous prendre la même route parce que c'est facile, hein, il y a déjà la route qui est tracée. Du coup, c'est facile. Maintenant, est-ce qu'un autre sanglier va prendre une autre? Il va dire, ben non, non, là, c'est un peu compliqué. Et... Non. Et puis, tout ce qui est agréable, ben, en fait, finalement, c'est ce qui nous attire, hein. Donc, tout ce qui est désagréable, on fuit. Donc, Oui, c'est c'est ça. compliqué. Ouais. C'est toujours très compliqué, hein. Ça, Et c'est c'est un ce que tu point. disais tout à l'heure, c'est un entraînement. C'est ça. Oui. Et Apprendre les sentiers qui ne sont pas ouverts. je pense que l'entraînement, c'est peut-être aussi de faire en sorte que, justement, comme tu le dis, qu'est-ce qu'on fuit et vers quoi on va, en fait? Quelles sont les sensations déplaisantes qu'on a? Quelles sont les sensations plaisantes qu'on a, etc. Ouais. Forcément, dès que quelque chose est déplaisant, on va chercher à fuir. Et dès que quelque chose est Pourquoi? plaisant, oui, justement, il Pourquoi faut se poser la plutôt que question de pourquoi. l'utiliser comme avant on parlait de terreau qui est de quelque chose à grandir, pourquoi fuir ce qui est déplaisant, ce qui est Oui, douloureux? Alors, c'est pas agréable, certes, mais c'est qu'une sensation. oui, exactement. Est-ce C'est qu'on est qu'une câblé sensation. comme ça? Mm. Et oui, mais en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une fatalité, etc. Alors bien sûr, on part avec certains mécanismes où on est tous fabriqués pareil. C'est vrai que de Oui, manière très bien sûr. ordinaire, Ouais. dès qu'on a une douleur, un problème, un conflit, etc., on va aller fuir dans l'autre direction. Parce qu'on a une sensation déplaisante. Mais le boulot, justement, peut-être du développement de la patience, c'est comment transformer cette sensation déplaisante en sensation plaisante. C'est ça. Mm. Ouais. Vous avez souvent entendu parler de ces points en psychologie sur la, la sensation, l'identification, le contact, les facteurs mentaux, etc. Mm. Oui. Il y a des explications données par Venerable Gain Bandul, mes enseignants, qui sont Ouais. incroyablement pragmatiques par rapport à ça. Ouais. Ouais, on a une sensation, par exemple, vous avez un conflit avec quelqu'un et une sensation déplaisante. Ouais, une sensation Mm. déplaisante parce qu'on a une identification extrêmement restreinte, uniquement de ce que nous dit la personne, de son comportement, etc., de ce qu'on a à y perdre. Ouais, donc on va fuir dans la direction opposée. Mais si on a une identification plus vaste, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Dans ce cas-là, on a une sensation plaisante et on va se diriger vers cette personne. C'est magnifique. Mais c'est un boulot très difficile, bien sûr. Mais c'est juste En fait, c'est magnifique. identifier, tu as raison, c'est identifier sa zone d'ombre. En fait, c'est quand tu as quelque chose qui nous énerve, comme dit Sainte ou le Bouddha. En fait, non, c'était euh, Lama Zopa Rinpoche qui disait, enfin, je crois que c'était lui, oui, il disait qu'en fait, tous nos ennemis, il faudrait les remercier. Et en fait, d'une certaine façon, c'est la vérité. On devrait les remercier parce qu'ils nous pointent ce qui nous fait mal, ce qui nous Mhm. embête. Donc, on devrait leur dire, bon, en psychologie, on appelle ça les zones d'ombre, on fait des projections. Et du coup, ce qui nous embête, ben, c'est sur lequel on doit, c'est ça, enfin, c'est ce qu'on doit travailler finalement. Et C'est donc, comme on devrait s'ils remercier éclairaient. la personne. Oui, tout à Hein, fait. Mhm. c'est ça. Et on devrait, merci, merci, parce que tu m'as pointé quelque chose qui ne va pas. Mhm. Je vais devoir travailler dessus. Exactement. Exactement. Par exemple, il y a un Mhm. autre exemple mentionné par Gandam Dul qui dit si par exemple la personne qui vous aime le plus au monde vous voit être patient, etc., va penser que vous êtes déjà éveillé. Et donc la personne qui vous adore, etc., ne va pas nécessairement faire quoi que ce soit pour vous faire progresser, puisqu'elle pense que vous êtes déjà éveillé.
Par contre, si c'est le voisin qui met ses poubelles au mauvais endroit, etc., et ou C'est qui, ça, c'est ça. Hein. qui balance du caca sur le mur, etc., et là, vous allez vous rendre compte, ah, mais tiens, peut-être que j'ai encore du pain sur la planche. Et là, on commence à progresser. Mhm. C'est magnifique. Sûr. Plutôt que de s'endormir sur ses lauriers. Ah oui, oh, regarde comme je suis pleinement éveillé quand il n'y a personne qui est là pour m'embêter. Dès qu'il y a des frictions, dès qu'il y a des conflits qui sont en approche, c'est là où on peut voir en fait finalement quelle est notre stabilité, notre vraie stabilité. Donc c'est génial. Mm. Mise en lumière, exactement comme vous dites. Ouais. Et puis il y a une chose aussi que je pensais qui est très importante, c'est que souvent, en tout cas, je me suis rendu compte que depuis que je fais ou je vais à la Sangha, enfin au centre Kalachakra, souvent en fait, quand on veut toujours bien faire, parce qu'on nous dit il faut, voilà, on veut progresser, et il y a, moi je trouve un piège, c'est que beaucoup de gens moi y compris d'ailleurs, euh, en fait, on dit, ben, je ne peux pas avoir, je dois être altruiste, du coup, c'est pas bien d'avoir ces pensées, c'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien de faire cela. Et en fait, c'est vraiment contre-productif parce que en faisant ça, on n'aide pas. On ne s'aide Mhm. pas parce qu'il faut croire, on ne peut pas se rejeter soi-même. Quand on dit, ah non, c'est pas bien de penser comme ça, en fait, on est en train de dire, ben, je suis pas. Et en fait, vous pouvez pas, tu peux pas dire, ben non, Eustache, tu es pas comme ça parce que tu es en train de te rejeter. En fait, il faut avoir de la gentillesse vis-à-vis de soi-même en disant, OK, j'ai peut-être des mauvaises pensées ou j'ai ça. Ben voilà, j'ai encore des progressions. Mais pas de dire, ah, c'est pas bien. Et vous voyez, en fait, commencer à se battre la coupe comme ça tous les matins. Et en fait, c'est ça, je trouve que c'est un danger parce qu'en voulant bien faire, il faut pas se leurrer. Si on force en disant, non, je ne dois pas penser comme ça, faut pas s'inquiéter. Le jour où on sera un petit peu fatigué ou quelqu'un va nous piquer, eh ben, ça va ressortir, mais 1000 fois plus fort. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir Mm. beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Sinon, on ne peut pas avancer. Il faut Ouais. accepter tous nos problèmes et toutes les Mhm. erreurs. Et même si on a des mauvaises pensées, et même si on est une fois en colère, ben, ça arrive, c'est normal. Mhm. C'est quoi une mauvaise pensée? Une pensée qui est, on va dire, oui, tu as raison. Une pensée, en fait, qui n'est pas altruiste, qui va être très égocentrique, finalement, au détriment de quelqu'un d'autre. Détriment, Si ouais. tu t'y attaches pas, si elle passe, est-ce que c'est un problème? Ça peut être un Et souvent, problème elle parce passe que pas au ça. début, elle passe pas. Elle passe pas au début. Ouais, mais Ouais. si tu Elle t'y agrippes s'arrête. pas, si tu t'y attaches pas, est-ce que c'est un problème? Non. Je- Mais souvent, moi, je leur donne le thé. Hein. Ils rentrent et ils restent avec moi. Je leur offre du thé D'accord. et ils restent. Je le nourris. Ok. Ouais, Gabi, Voilà, tu tu vois, voulais j'ai dire quelque déjà chose. monté là. Il est là. Gabi, tu voulais dire quelque chose, non? Ouais, moi je pense que même si on s'attache pas à la mauvaise pensée en question, on l'a eu quand même. Et c'est pas dit que ça puisse pas revenir dans des circonstances similaires avec une autre personne. Donc le mieux, c'est de se rappeler qu'on a eu cette pensée et de s'interroger sur ce que ça révèle sur nous et ce sur quoi on doit travailler aussi. Mhm. Tout à Oui, fait. Ouais. Oui, ouais, c'est comme un révélateur. On se dit, tiens, Mm. peut-être que si j'étais bien à l'aise dans mes chaussettes ou de bonne humeur, etc., j'aurais pas eu cette pensée-là. Donc en effet, oui, ne pas culpabiliser, sinon c'est double peine. Déjà, on a un truc un peu mhm, destructeur qui peut nous faire du mal. Puis en plus, on se dit, oh là là, oh là là, je suis le pire, je suis horrible, etc. Je suis le pire du pire. Et donc dans ce cas-là, si on met la faute sur nous plutôt que sur notre égocentrisme, sur notre ego, dans ce cas-là, c'est foutu d'avance. Ouais. Par contre, si on se dit oui, j'ai eu une mauvaise pensée à cause de mon égocentrisme, à cause de mes sales habitudes, dans ce cas-là, on peut essayer de remettre en question. Parce que une pensée, à la rigueur, ça va, mais une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, bah, ça laisse des empreintes et finalement, on finit par, ça devient notre environnement, en fait. Mm. C'est ça le problème, c'est que ça risque ouais, d'être exponentiel. mhm, Et c'est Voilà, pour ça que pour éviter l'auto-jugement, justement, comme tu dis, Stache, hein, cette fameuse bienveillance qu'il faut dégager, enfin, générer par rapport à soi-même, il faut sans arrêt se rappeler qu'on est en entraînement, comme on entraîne un muscle
à la salle de gym, on entraîne notre esprit et forcément, ben, quand on s'entraîne, il y a des fois où on se plante, hein, c'est la loi, on n'est pas déjà les Bouddhas, donc forcément ça va prendre du temps et on va répéter, 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 comme le sportif qui va répéter ses séries pour faire ses muscles. Nous, on répète nos séries, on va dire, au niveau de notre mental pour sans arrêt ramener l'attention ici maintenant et à chaque fois qu'il y a eu un petit bug, un écartement, tant généré uniquement au niveau de la pensée ou réellement généré par une action, en général verbale, ben, on va essayer, effectivement, on en prend compte, mais on se dit, OK, j'ai merdé, mais je suis en entraînement, j'essaye d'avancer, je suis sur le chemin. Et chaque petit pas va se cumuler l'un à l'autre. Et puis voilà, petit à petit, comme tu dis, Christophe, eh ben, on va en avoir moins, moins, moins dans le paysage. Et forcément, ça va permettre ben, de générer toujours plus d'espace et de grandir. Hmm. Mm. Ouais, de faire attention à nos pensées, dans le sens où, ouais, il y en a qui viennent automatiquement, hein, si on regarde combien de pensées on a dans une journée. Voilà. Vous avez une idée du nombre? 10 000, hein, je crois on est à 10 000 d'après les. Il y a eu des recherches C'est bien là-dessus, je sûr. crois que Ah c'est bon? 10 000. Et même, il y a des. C'est la moyenne, je crois il y en a qui disent, bon, à partir de 6 000 pensées par jour, d'autres 10, mais même ils disent que ça pourrait être même jusqu'à 20, 30. Enfin, c'est une histoire de fou. On pense beaucoup. Énorme, Mais on n'en est même énorme. pas conscient. Oui, donc il y en a beaucoup, beaucoup qui passent sous le radar. Mhm. Et on ne sait pas, le pire, c'est qu'on ne sait pas trop si elles sont plutôt altruistes, utiles, constructives, ou si elles nous font du mal. Pour moi, c'est ça une mauvaise pensée. C'est une pensée qui nous fait du mal à nous, qui fait du mal aux autres, qui n'est pas en accord avec notre nature profonde, où on se fait du mal. Ouais. Et, c'est destructeur. Ça fait du mal au système immunitaire, ça fait du mal à plein de choses. Ben, Donc, pardon, oui, pour moi, pardon. la pensée altruiste, elle vient de cette énergie de la compassion. Et celle-là, on est capable de l'identifier. C'est pas une pensée, ça va pas être une des 10 000 pensées de la journée, ça va être quelque chose qui va être clair dans notre esprit. Euh, Oui, ça veut dire que les pensées plutôt constructives, on fait plus l'effort de les avoir. Et donc, on est plus attentif à les entretenir plutôt que Pas celles qui sont. nécessairement, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement généreux, altruistes, compassionnés, qui portent ça en eux et qui c'est leur mode de fonctionnement, ils vont y aller tout de suite, ils ont cette habitude ancrée directement, quoi. Enfin. Euh, Puis il y en a d'autres qui ont besoin de se pousser un peu, oui, comme tu dis, mais ça va. Mais par contre, on est capable d'observer quand une pensée comme ça nous agite, nous anime, que cette pensée, elle a une tonalité, elle a quelque chose d'une couleur particulière. C'est pas Mm. quelque chose d'anodin, quoi, de transparent. De la Ce même qui fait. manière qu'une pensée de colère, un truc comme ça, on va la voir aussi, quoi. Oui, Mm. exactement, on va la voir parce qu'elle est assez flagrante parce que la colère, elle est nécessairement associée à des sensations déplaisantes. Personne n'est content d'être en colère. J'imagine. Mhm. Levez la main, les personnes qui sont contentes d'être en colère. Donc, on a une sensation déplaisante avec la colère. C'est quelque chose, c'est ça, sa marque de fabrique. Tout comme pour Mm. l'attachement, on a une sensation plaisante. C'est pour ça qu'on peut pas, on a du mal à séparer notre Mhm. esprit de l'objet d'attachement. Parce qu'il y a une sensation plaisante. Quand c'est plaisant, on n'a pas envie d'aller dans l'autre direction. Mais en effet, avec la compassion, c'est aussi plaisant, non? Il y a un moment au début qui est déplaisant, non? Vous n'avez pas senti ça quand, par exemple, moi je me souviens quand le livre de Mathieu Ricard sur le plaidoyer pour les animaux est sorti, je voulais pas le lire. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de mettre le nez dedans, j'ai pas envie de mettre le nez dans la souffrance. Ça me fait peur à l'avance. Parce qu'il y a un moment de sensation déplaisante au début dans la compassion. Même si après ça se transforme en sensation plaisante, il y a quand même Faut quelque chose affronter ce de. petit moment-là. Faut passer ce petit moment-là. Ouais, Ouais. exactement, je ne l'ai toujours pas passé. Alors, j'ai pas tout à fait cette vision-là. Alors, j'ai peut-être une vision très poétique et idéaliste de la compassion, mais pour prendre un exemple dans la pratique, pour moi, la compassion, c'est la génération du lotus. La visualisation du lotus, pour moi,
c'est cette énergie de compassion qui survient de la vacuité, enfin, hein, et qui est là naturellement, sans effort. Et pour moi, non, il n'y a pas de souffrance à la compassion. C'est un acte naturel, c'est une énergie. Enfin, une énergie, c'est pas le bon terme, mais c'est quelque chose qui se génère naturellement, Mhm. qui ne doit pas être forcé. Sinon, c'est de la charité, c'est de la bienveillance. Pour moi, c'est quelque chose où tu fais un acte, tu vas volontairement. Mais la compassion, c'est un élan du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je le ressens comme ça. Mhm. J'aime bien ton Personnellement, image du lotus. Pardon. Ben, c'est la base de notre pratique. Pour moi, le Oui, lotus, c'est à partir de la compassion que naît que vient la sagesse. Alors, je le visualise comme ça, hein. Désolé, je vais parler de pratique, mais il y a le lotus et puis après il y a le disque de lune. C'est la sagesse, c'est le reflet de la sagesse, de la vacuité. Et après la générescence de enfin ce qu'on y met ensuite. Mais la base, c'est la compassion. C'est ouais, mais pour que le lotus, une- avant que le lotus il sorte de l'eau puis qu'il s'épanouisse, il est quand même dans le froid, dans oui, mais dans la la... visualisation, il sort pas de l'eau. Ouais, et ben n'empêche que pour qu'un lotus il s'épanouisse, il faut qu'il soit quand même dans le caca de poisson. Et Oui, mais puis, ça, c'est dans c'est le pas monde très ordinaire. agréable. Hein? Rosie, c'est dans le monde ordinaire qu'il te sort de l'eau, de la boue. oui, mais le monde ordinaire, il nous côtoie sans arrêt. Je rejoins moi Christophe là-dessus, dans le sens où il ne me faut pas beaucoup personnellement pour, je veux dire, enfin, avant la compassion, il y a cette étape il y a cette souffrance qui est carrément ressentie à l'intérieur. Et je veux dire, je vais être la première encore il y a quelques jours avec des élèves, on parlait de compassion et quand j'ai commencé bon, à expliquer, j'ai donné un exemple et dans l'exemple, on parlait du monde, etc. Ben, c'est plus fort que moi. Je me ressens, je me retrouve à ressentir tellement fort tout cela que j'en ai les larmes qui sortent. C'est plus fort que moi, tellement c'est effrayant la souffrance que les êtres peuvent traverser. Et ça transperce, ça perce, ça détruit. Et là, vite, il faut justement cette énergie de l'air. J'ai besoin d'air, justement. Et là, je vais le transformer en amour. Mais avant, il y a quand même une souffrance, quand même. Enfin, pour moi, la Ouais, compassion est née ouais. dans une souffrance. Il y a cette... Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus il y a cette sensation vraiment trop puissante des fois de ouah, mais quelle situation ces peuples vivent ou cette personne vit ou cette situation est, etc., qui fait que ça transperce de l'intérieur et après on le transforme justement en quelque chose de généreux, d'amour. On reste pas là-dessus justement, on s'enlise pas à l'intérieur de ça. Mais il y a, comme elle dit, comme tu dis effectivement, Rosie, il y a quand même au départ cette souffrance qui est là que finalement qui s'imprègne à l'intérieur de nous, qui devient nous presque, et de là, bah, vite, il faut en sortir justement en la transformant et en essayant de générer tout cela vers l'extérieur et vers l'amour et vers les autres. Complètement. Ouais, Enfin, là, je le ressens comme ça, personnellement. Ouais, c'est moi un petit aussi. peu. Peut-être trop d'attachement, ça Ouais, certes. Mais moi je c'est vrai pense que c'est par rapport à des situations, et ça va m'arriver devant des news, devant n'importe quoi, devant un documentaire, devant toutes sortes, les millions d'histoires de vie du monde, quoi, tout simplement. Oui, mais là, tu que. parles de l'observation de la souffrance. Ben On non, est c'est pas de d'accord. l'observation parce que je la ressens à l'intérieur, je m'imagine tout de suite, je me dis, mais comment cette personne peut arriver à vivre dans ces conditions-là? Comment elle peut arriver à traverser de telles douleurs, de telles Oui, comment souffrances? tu appelles ça? De l'empathie. Ou de l'empathie, c'est pareil, tu partages la souffrance de la personne, Ben, c'est d'une la certaine compassion. manière. Normalement, il me semble que la Mm. compassion, c'est le Ah, souhait de est-ce que la compassion, c'est que les autres l'empathie? ne souffrent pas, Ben c'est-à-dire qu'on est justement, conscient de la souffrance de l'autre et mhm, on souhaite qu'il n'ait pas cette souffrance. ouais, là c'est la compassion. Exactement, c'est cette distinction que fait Mathieu Ricard aussi dans Plaidoyer pour l'altruisme, où le premier constat de la souffrance de l'autre, c'est ça l'empathie. Mm. C'est le constat direct de la souffrance de l'autre. Mais si c'est Mais pas c'est pas transformé en facile, évidemment. compassion, exactement. Parce que si c'est pas transformé en un élan vers l'autre, puis sais-je faire quelque chose, etc., ça peut finir en détresse empathique et en burn-out émotionnel. Tout à fait, Il y tout a à fait. beaucoup de gens qui Mm. éprouvent ça dans les milieux prosociaux, etc., qui font des burn-out
Parce que justement, le fait d'agir pour l'autre, en réalité, c'est pour soi. C'est pour ne pas avoir à éprouver le spectacle de leur souffrance. Et donc, on agit en réalité pour soi. Donc, c'est pour ça ça peut finir en détresse empathique. Alors que la compassion, c'est vraiment tourner vers l'autre. Et c'est pas les mêmes aires du cerveau qui s'activent, comme dit Mm. Mathieu Ricard. C'est Alors, ça qui quand est. tu parles de... en fait, on le fait pour soi, tu veux dire parce qu'on va recevoir une gratitude dans le sens d'aider quelqu'un, c'est ça? En fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Ça peut être ça aussi, mais c'est surtout parce Mhm. qu'on ne supporte pas le spectacle de la souffrance des autres, et donc on agit pour éviter d'avoir à souffrir À de ce souffrir. spectacle. C'est un petit peu comme ça que c'est montré par Mathieu Ricard, mais en effet, il peut y avoir aussi agir pour soi-même, pour se mettre en avant, pour dire, oh, regardez, je bosse dans une ONG, etc. Ça peut arriver, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est plutôt de l'altruisme? Je dirais plutôt que c'est une forme d'égocentrisme. Alors que la détresse empathique, il y a quand même une forme de... On pense quand même à la souffrance de l'autre, mais c'est quand même notre situation à nous qui prend le pas. C'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur et que ça peut générer ce burn-out émotionnel. Ouais. Alors que la Et on compassion, c'est devient en fait totalement... insensible. On devient insensible. Oui, En fait, moi, j'ai réfléchi là-dessus en me disant parfois, si j'étais dans la position de l'autre, qu'est-ce que je ferais? Et parfois, ça m'aide en fait à relativiser c'est-à-dire je change de... Je dis, OK, on va changer et je vais moi mettre à sa place. Comment je réagirais? Et en fait, finalement, en se mettant à la place de l'autre, eh ben, du coup, on se dissocie de soi-même encore une fois et on a cette capacité de voir les choses finalement différemment et de ne pas se laisser entraîner parce que la détresse empathique, moi je vois par exemple dans mon métier, des fois si je suis super, je sais pas, en retard ou j'ai une journée difficile, quand quelqu'un va venir avec une douleur dentaire énorme et qui, je sais pas, et en fait ça peut arriver que je lui en veuille. En fait, pourquoi? Parce qu'il vient me perturber, je suis déjà super fatigué et lui il a mal. Et en fait, je suis super fatigué, mais d'un autre côté, je dois dire, ben non, je ne suis pas fatigué, c'est mon métier, et du coup, voilà, et du coup, on en veut à la personne, parce que finalement, elle nous fait souffrir. Et du coup, le problème qui peut arriver, c'est de devenir insensible, et de dire, parce que finalement, on se protège, c'est ce qui arrive. Et quand on se protège, ben, en fait, on devient complètement cynique, insensible. Mais du coup, si on commence à changer en disant, OK, je vais mettre à sa place, le monsieur, il a super mal et tout ça, est-ce que tu aimerais être à sa place? Non. Bah alors, tu comprends sa souffrance. Et du coup, ça aide en fait à changer de vision et de nous rapprocher un petit peu plus de la compassion et de tout se à dire, fait. OK, donc je lui en veux pas, je comprends, il souffre, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et du coup, on rejoint un petit peu la compassion. C'est pas toujours évident finalement, mais ça peut aider parfois comme ça, Je pense que en se c'est ça, mettant à hein, la la place de compassion. Hein. l'autre. C'est vraiment ça, hein, parce que tu peux mettre de côté ta propre situation, ton propre confort, etc., pour euh, prendre à pleine main la situation de l'autre. Donc c'est ça qui est magnifique. Parce qu'à la rigueur, quand c'est Mm. toute une salle d'attente, quand c'est 10 personnes, etc., c'est peut-être plus facile de se dire, OK, moi je ne suis qu'une personne, eux ils sont 10, donc je vais quand même mettre mon confort de côté pour les 10. Mais quand c'est de un à un, là c'est d'autant plus noble de Mm. considérer l'autre comme plus important que soi, alors que c'est vraiment un égale un en fait, hein, dans n'importe quelle, euh, j'imagine, vision de la justice. Une personne égale une personne. Ouais. Mais là, c'est de se dire non, cette personne est plus importante que moi. C'est d'autant plus beau. C'est magnifique. Du coup, on se dissocie. J'ai Oui, trouvé ça on vraiment pense bien, aussi, hein. Et je on trouvais sait. que je me suis dit, en réfléchissant, en regardant tout ça, je vois que le Bouddha, finalement, il a tout compris parce que les neurosciences et tout ça, moi, quand je regarde, je me dis, mais en fait, il a déjà tout compris et il n'avait même pas accès au cerveau. Vous savez, comme on fait maintenant, et les IRM et tout ça. Mais il avait tout compris, en fait, hein. Nous, on Oui, a toujours rien compris, mais bon, s'il était clairvoyant, il avait son IRM fonctionnel avec lui tout le temps. peut-être. Mais en effet, ouais, c'est incroyable avec les neurosciences. Alors bien Oui. sûr, comme dit Albert Weber, que j'aime beaucoup,
Et il dit, on ne peut pas tout expliquer à chaque fois avec la sauce des neurosciences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui parlent de mélatonine, de sérotonine, Ah etc., oui, sans oui, non, vraiment non, oui. expliquer grand-chose. Donc, on ne peut pas à chaque fois tout justifier avec les neurosciences, mais il y a beaucoup de choses, en effet, qui peuvent être montrées. Par exemple, quand Mathieu Ricard participe à cette IRM fonctionnelle, je crois que c'est à Boston, où, où en effet, il essaie d'être dans l'empathie et ensuite sur la compassion. Et là, c'est vraiment deux façons de fonctionner pour le cerveau, en effet. Oui, c'est avec une dame qui s'appelle Tania Singer, qui est Oui, qui est très connue. Et en fait, oui, elle lui avait montré des orphelins roumains. Et en fait, le cerveau qui s'activait la partie du cerveau qui s'activait, c'était le cerveau, où on fait le bonheur. Et oui, en fait, il voyait des personnes dans un état en fait lamentable finalement. Et elle dit, mais vous vous réjouissez en fait. Il dit non, au contraire, j'ai tellement d'amour pour eux. Et en fait, finalement, cet amour, c'est un bonheur. Et ça s'allume mhm. de la même façon en fait dans le cerveau. Oui, Ouais, tout à c'est fait. ça. Il montrait l'amour et compassion comme étant égal au niveau des réactions fonctionnelles du cerveau. Mhm. Mais Ça doit ça, être, lui, il a de l'entraînement, hein. C'est pas oui, facile, hein. oui, ça doit être à l'Institut Max Planck à Munich, parce que Tania Zinger, elle Mm. bosse là-bas. Et, Oui, oui, je crois que c'est peut-être dans Cerveau et Méditation où il a coécrit ce texte avec le père de Tania Zinger, Rolf Zinger. Et donc, il parle toujours de neurosciences, etc., avec l'amour, la compassion, etc. Et en effet, on pourrait dire que l'amour et euh, la compassion, c'est en général, tel que c'est défini dans les traditions bouddhistes, c'est puissais-je faire en sorte que puissent les êtres échapper à la souffrance et à ses causes. C'est plutôt ça. Puissent les êtres échapper à la souffrance et à ses causes. Et la bienveillance, c'est puissent les êtres trouver le bonheur à ses causes. Donc, oui, il y a des nuances, mais ça se rejoint énormément. Ouais, ça se rejoint énormément. Oui, c'est toujours le même aspect d'altruisme, c'est tourner vers les autres. Mais en effet, de ces aspects, c'est plutôt prend pour aspect la souffrance des êtres et l'autre prend plutôt le bonheur des êtres comme aspect. Ouais. Mais c'est très très lié, en effet. Si on souhaite que tous les êtres échappent à la souffrance, forcément, qu'est-ce que ça octroie? Le bonheur. Mm. Ouais, on pourrait se dire ça. Ouais. Ok, ou en tout cas, c'est la paix par rapport à la souffrance. Est-ce que c'est le bonheur infini? Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est un soulagement par rapport à la souffrance. Et ce qui est beau aussi dans la tradition bouddhiste, c'est qu'on parle de différents niveaux de compassion. Vous êtes d'accord? Je suis sûr que Oui, vous êtes d'accord. oui, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle de différents niveaux de compassion? Eh bien, parce qu'il y il a y a la différents compassion. niveaux de compassion. Et tu vas nous expliquer. Parce qu'il y a différents niveaux de souffrance. Oui. aussi. Ah, il y a différents niveaux de souffrance. Vous êtes d'accord? Oui, Mm. Oui, pour la souffrance. Alors après, faire le lien avec les niveaux de compassion, je vois pas. Ouais. Si par Ouais. exemple, en effet, on peut envisager quand on parle de la souffrance grossière, de quoi il s'agit? Il s'agit des sensations déplaisantes, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. oui, Les Ouais. sensations déplaisantes mentales, physiques, etc. Ça, c'est la Voilà. souffrance grossière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'on nous l'explique dans des bouquins. Tout le monde comprend, même les animaux, que c'est de la souffrance. Ouais, que c'est horrible. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est la souffrance grossière. Si on envisage que tous les êtres puissent échapper à cette souffrance grossière, c'est un niveau de compassion. Ouais, un niveau de Mhm. compassion très superficiel. Ça peut être très universel, mais ça reste superficiel parce que ça envisage uniquement une souffrance grossière. Si maintenant Mhm. mm, on s'intéresse à la souffrance plus subtile, c'est quoi? Le Ah, sens bah, la du souffrance de la changement, souffrance ou la souffrance du changement, oui. Ouais. Alors la souffrance grossière, c'était la souffrance de la souffrance, exactement. Ouais. Mhm. le Et là, sens du la plus changement. subtile, c'est la souffrance du changement. Et de quoi il s'agit? Les bonheurs Bah, de contaminés. considérer ce Les qui est. bonheurs contaminés, Pardon. Les bonheurs Ouais. contaminés, les exactement. plaisirs mondains. Exactement. Considérer ce qui est en apparence bien et qui s'avère être non, un non-bien par la suite. C'est un petit peu. Euh, c'est Oui, l'attachement en fait, hein, l'attachement à la répulsion. Parce qu'en fait, oui. ouais, je sais pas. En fait, on peut attacher, je sais pas, la formulation comme ça, je sais pas. On pourrait dire que Je trouve que.
Ouais, c'est toutes les sensations plaisantes contaminées, toutes les sensations Oui, plaisantes qui sont voilà. fabriquées. Mm. Ah, le karma et les Les afflictions. é- Ouais, ouais, ça joue. Toutes Mhm. les Oui. sensations Mm. plaisantes que nous avons, toutes les sensations plaisantes des êtres ordinaires, on pourrait dire. Pourquoi est-ce que c'est une souffrance du changement? Parce que c'est l'appât. C'est l'appât. C'est ça qui nous a empêchés de sortir de la prison samsarique. Parce que pour nous, C'est c'était marqué l'hameçon. parc d'attractions, Mm. spécialement fait pour vous. Qui a envie d'en sortir d'un parc d'attractions? Qui a envie d'en Ouais. sortir? Quand vous avez votre nourriture préférée, votre manège préféré, votre barbe à papa préféré, votre musique préférée, etc. Tout est fait spécialement pour vous. C'est fabriqué pour vous, c'est sur mesure. Et donc, qui a envie d'en sortir vu qu'il y a tout ce qu'on adore? Personne n'a envie d'en sortir à cause de ces sensations plaisantes contaminées qui sont l'appât, qui nous ont empêchés de sortir du samsara, qui nous ont empêchés de cultiver le renoncement. Et donc, c'est ça, cette souffrance du changement, ouais. Et donc, si on envisage ça vis-à-vis de tous les êtres en se disant, oh, regardez, ils sont exactement comme moi, ils ont envie de sortir de la souffrance, mais ils sont piégés dans la souffrance à cause de ces sensations plaisantes, qui sont comme un appât accroché à un hameçon. Et on se Geshe laisse tout. Damdol, il parle, ouais. Geshe Damdol, il parle de quelqu'un qui est en prison. J'ai trouvé ça très bien parce que pour moi, à chaque fois, j'aime bien. En fait, il dit il y a deux personnes qui sont en prison. Il y en a un, en fait, on lui donne tous les jours des meilleurs steaks, enfin bon, de la nourriture. Et l'autre, en fait, alors ils sont tous les deux condamnés à mort. Donc, du coup, c'est le samsara, quoi, en gros. Et donc, il y a le gardien qui donne toujours les meilleurs, voilà, aux deux d'ailleurs, nourriture, dont un qui est très content, donc il mange tous les jours, tout ça, et l'autre, en fait, il essaie toujours de s'enfuir. Et donc finalement, c'est ça en fait qu'il faut, c'est le samsara. L'autre, ben, finalement, il reste, et ben, il va être condamné à mort, donc voilà. Et l'autre qui essaie de fuir et qui fait toujours des efforts, des efforts, des efforts, et ben, en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Exactement. Ouais, parce qu'il y Mm. en a un, il y en a un sur les deux, il a jacuzzi, buffet à C'est ça, volonté tous les jours. c'est ça. Et l'autre, il a que des humiliations tous les jours, il a de la nourriture Mm. horrible, etc., etc. Donc forcément, lequel des deux a envie d'en s'en sortir? Celui qui est Le humilié tous les deuxième, jours, etc. Le deuxième. Alors que le premier qui a jacuzzi, piscine, buffet à volonté, c'est etc., n'a ça. pas de s'en sortir. Donc au bout du compte, bah, il y en a un qui meurt et l'autre qui s'échappe de prison. Mm. Mm. Et donc, en effet, c'est ça, si on a cette compassion en envisageant cette souffrance du changement de tous les êtres qui prennent à tort le plaisir pour du bonheur stable et définitif, alors que ce n'est que du plaisir. Il ne faut pas nier que ce soit du plaisir. C'est du plaisir, on parle de sensations plaisantes. Mm. Mais c'est ce qui nous piège à cet hameçon. Et donc, si on a cette compassion elle est plus profonde que la première. Elle est tout aussi universelle parce qu'elle s'adresse à tous les êtres, mais elle est plus profonde. Vous êtes d'accord? Oui. Mm. Oui. Et quel est le niveau de compassion le plus profond qui puisse exister? La souffrance omnipénétrante de l'être conditionné. Exactement, quand on envisage la souffrance la plus Mhm. subtile, c'est quoi cette souffrance la plus subtile? Alors, c'est Celle du, l'auto-chérissement, et Elle a été puis enseignée uniquement par le Bouddha, hein, ça n'existe pas ailleurs. ben, self-grasping, la souffrance des ignorance, voiles, non? En effet, c'est un petit peu, par exemple, cet exemple mentionné par Venerable Namdul aussi. Ben, c'est Mm. par exemple, vous avez un rêve magnifique, ouais, qui est suivi par un Mm. cauchemar. Ouais, vous avez peur, etc. Et ensuite, un autre rêve magnifique. Vous voyez votre maître spirituel qui récite des mantras et tous les démons s'en vont. Vous êtes en paix, vous êtes heureux, etc. Malgré tout, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, non? Que ce soit un cauchemar ou un magnifique rêve. Ça Qu'est-ce qui reste cloche? des rêves. Ça reste des rêves qu'on prend pour la réalité. Tant qu'on prend le rêve Mm. pour la réalité, on sera toujours privé de liberté. C'est ça la souffrance la plus subtile, cette privation de liberté à cause de l'ignorance qui saisit un soi, à cause de l'ignorance qui est persuadée que le parc d'attractions, il est fabriqué à l'extérieur sans que nous projetions tout ce qu'on aime. Comme dit Spinoza, les fleurs ne sont pas belles parce qu'on... Non, nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Et Mm. donc, Ouais. oui, le samsara nous paraît magnifique, etc., la plupart du temps, même si, parce que nous, comme disait Val, on est comme chez les dieux, hein, par rapport aux animaux, par rapport à tout ce qui, par rapport à de nombreux êtres humains qui vivent des choses horribles tous les jours.
on est quand même comme si on était chez les dieux. Donc, pour nous, le samsara, il a l'air magnifique. Parce qu'on oublie totalement que c'est nous qui projetons tout ça. Et donc, si on prend en compte cette souffrance la plus subtile, cette privation de liberté à cause du fait de prendre les apparences pour la réalité, notre compassion est la plus profonde qui puisse exister. C'est beau ça, non? Ouais. C'est beau. Oui, C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ça peut être tout aussi universel, s'adresser à tous les êtres. Et en effet, j'ai l'impression même que ça aide à faire en sorte que ce soit universel. Parce que souvent, vous vous souvenez, dans le dernier cercle qu'on a eu, où on parlait un petit peu de certaines personnes qui ont les moyens de soutenir des médias, etc., pour favoriser leur parti d'extrême, etc., etc. Et donc, on peut parfois oublier d'avoir de la compassion pour eux. Ouais, parce qu'ils sont mieux lotis, donc forcément, ils ont moins de souffrances grossières. Et donc, forcément, on aurait tendance à faire en sorte que notre compassion soit partiale, justement parce que elle n'est pas si profonde. Si elle était vraiment profonde, elle s'adresse à tous les êtres contaminés, qu'ils soient riches ou pauvres. Ouais, ça vous parle? Ouais, alors moi j'ai un truc. Oh que oui. J'ai un truc, je le mets dans mon refuge tous les matins. Ouais. Dans ma prise de refuge avec moi, ils sont là. Et c'est facile parce que Qu'est-ce que tu mets c'est. dans ton refuge? Tu mets les Ah êtres? ben, je mets tous les êtres qui sont apparemment désagréables pour le reste du monde. Oui, Voilà. exactement. Trump, Poutine, Ouais, voilà, Netanyahu. c'est ça, ils sont tous là. Tous là. Ouais. Les Chinois, les Brésiliens, les Chiliens, les Russes, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Allemandes, C'est le la melting Cour pot. européenne, tout ça, ils sont tous là. Et moi, Il manque le Québec. il manque le Québec. Non, ils sont gentils au Québec. Bon, à part Trudeau, mais bon, ça c'est autre chose. Pas Mais- sûr, pas sûr, Ah oui, pas sûr. pas sûr. Mais en effet, c'est bien de penser à tous ces êtres parce que moi, ce qui m'aide beaucoup pour développer la patience, c'est surtout, bien sûr, alors ça, c'est pas nouveau, hein, je ne suis pas en train d'inventer la roue. C'est le chapitre 6 du Bodhisattva Shantideva, ouais. Et en particulier, certaines strophes. Ouais, par exemple, il y en a une que je trouve, ouais, une ou deux, je sais pas si c'est peut-être deux strophes. Ok, qui dit que si c'était dans la nature profonde, la nature foncière d'une personne que d'être horrible, d'être hostile, d'être un ennemi, d'être, etc., etc., on ne pourrait pas lui en vouloir. Ce serait comme vouloir au feu de brûler. Bien Mm. d'accord. Le feu, vous ne pouvez pas le reprocher de brûler, c'est sa nature. C'est sa nature Oui. foncière. Par contre, si ce n'est pas dans la nature de cette personne, c'est externe à sa véritable nature, on ne peut pas en vouloir au ciel d'être envahi par une fumée âcre. C'est pas la faute du ciel, c'est la faute de la fumée, si c'est âcre, si c'est C'est vrai. irrespirable. Et donc, il n'y a que ces deux possibilités, il n'y en a pas 36 000. Soit ça fait partie de la nature foncière de cette personne que d'être horrible, un dictateur, qu'on a envie de claquer, on a envie de claquer le beignet, de dire mais arrête. Soit c'est dans sa nature foncière, et donc on n'y peut rien, et il n'y peut rien. C'est comme ça. Soit ça n'appartient pas à sa véritable nature, c'est quelque chose d'externe à sa nature, c'est adventice, c'est accidentel. Et non, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de lui en vouloir non plus. Mm. À qui il faut en vouloir? À son égocentrisme, à sa bêtise, à toutes ces afflictions qui lui font autant du mal à cette personne qu'aux autres. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Mais pour moi, ça m'aide énormément parce qu'il n'y a pas 36 000 possibilités. C'est soit l'une, soit l'autre. Et donc, dans les deux cas, on ne peut pas lui en vouloir. Ouais, C'est Mm. magnifique, ça. Moi, ça m'aide absolument. beaucoup. Je ne sais pas C'est si vrai. vous, d'autres choses qui vous aident, mais en tout cas, en effet, ça m'aide beaucoup. Et la gratitude aussi. La gratitude, par exemple, quand des fois, l'eau chaude a du mal à venir, ouais, quand ça met du temps, etc., il me dit, oh, ça se trouve, il n'y a plus d'eau chaude. Eh ben non, il y a de l'eau chaude. Mais rien que ça, c'est génial. J'ai pas à aller galérer, à aller faire du feu pour avoir de l'eau chaude. J'ai juste un robinet à ouvrir. J'ai de l'eau chaude, j'ai l'électricité, j'ai à manger, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens que j'aime, etc.
Ouais, donc si on cultive la gratitude, on n'est pas dans une forme d'insatisfaction, parce que comme le dit le Bodhisattva Shantideva, la colère, elle naît sur le terreau du mécontentement. S'il y a quelque chose qui cloche, si on est un peu irritable, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est plus dans le côté obscur. Si on se dit, mais regardez tout ce qui va bien chez moi, regardez, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'électricité, j'ai un bon lit chaud, etc., qui a ça? Qui a ça en réalité? On est très peu à avoir ça. Donc finalement, oui, on est comme chez les dévas, on est comme chez les dieux. Et si on cultive ça au quotidien en se disant, bah, je suis reconnaissant de ce que j'ai, je suis dans la gratitude, etc., on n'est pas dans le mécontentement. Et donc, on n'a pas le terreau pour faire surgir la colère. C'est magnifique ça. Mm. Ça, on peut le développer délibérément. Délibérément, avoir des pensées d'altruisme, avoir des pensées de reconnaissance, des pensées de gratitude. On peut le faire, on a ce pouvoir dans nos mains. En Et donc, fait, si on arrive à se dissocier nous-mêmes de nos pensées, comme disait Rosie, si on arrive à se dissocier nous-mêmes de nos pensées, quand on arrive à faire ça, on peut commencer aussi à dissocier les personnes qui nous font du mal. Et en même temps, après, ça dépend de quel côté on est, hein, parce que même pour Trump, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Donc ça aussi, c'est un petit peu parler de Trump ou Poutine, tout ce que vous voulez. Mais en fait, ça dépend aussi de quel côté on est. Mais si on arrive à dissocier l'un de l'autre, en fait, déjà, si on n'arrive pas à se dissocier soi-même, ça va être compliqué de dissocier les autres. C'est pour ça que je pense qu'il faut commencer par soi-même, avoir de la compassion pour soi-même, comprendre, et du coup, on pourra en avoir pour les autres. Parce que si on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi-même, je vois pas comment on va être bienveillant vis-à-vis des autres. Je tout pense, à fait. hein. Il faut commencer par soi-même pour aller vers les autres. Enfin, Exactement. moi, je pense que Tout à c'est plus fait. facile comme ça. Après, En tout cas, moi, je hum, me dis tout le temps que comme tout est interdépendant, si hum, il y a des gens qui font des trucs horribles, probablement que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et que si je travaille sur moi pour hum. m'éveiller de plus en plus, en fait, c'est comme ça, il n'y a que ça que je peux faire Oui, pour changer euh, au au niveau global. Il n'y a Mhm. qu'en bossant sur moi. c'est pour ça Oui, que on mon peut. emblème, c'est le colibri. Le colibri, j'adore le colibri. Il y a cette Eh histoire oui. avec le colibri qui va, il amène une petite goutte pour éteindre le feu de la forêt. Et on se fout de lui en disant, mais ça sert à rien. Il dit, oui, mais je fais ce que je peux avec mes moyens Ah oui, et voilà, je participe. Et je trouve que c'est tout à très bien fait. ça. Mhm, En tout effet, à fait. il agit pas uniquement sur lui, mais il agit aussi, C'est ça. il contribue Et Ouais. je au pense bien-être que Il justement, comme tout contribue. est interdépendant, si tu agis sur toi, pour essayer d'avoir le cœur de plus en plus ouvert, de plus en plus bienveillant, de plus en plus compassionné, de plus en plus altruiste, et ben, c'est comme ça qu'on va aider le monde. Mhm. C'est ça. Oui, oui, parce que ça fait boule de neige. Ah ouais. Mm. Et en inspirer d'autres. Et puis, c'est le but d'ailleurs hein, de ces réunions. C'est pour que ça puisse faire boule de neige, que les gens puissent retrouver des clés, des outils, de l'inspiration par rapport à tout ça, comment évoluer. Alors, bien sûr que là, on prêche des convaincus, hein, je suis sûr. Mhm. On enfonce des portes ouvertes, personne ne Dans dira votre non. monde de bisounours. Exactement, exactement. Mais tant qu'on continue sur notre voie, parce qu'on sait que c'est rationnel, parce que comme disait Sainteté, la compassion, c'est pas de la bigoterie. La compassion, c'est Mhm. pas de la sensiblerie. La compassion, c'est fondé sur la raison, c'est rationnel, c'est totalement en accord avec l'interdépendance, comme tu dis, Rosie. Donc pour moi, c'est l'aspect affectif de l'interdépendance. La vue de la vacuité, c'est l'aspect cognitif, mais la compassion, bodhicitta, etc., c'est l'aspect affectif de l'interdépendance. C'est magnifique. Mm. Donc oui, si on comprend ça, l'interdépendance, le fait de vivre ensemble, de promouvoir ça au quotidien, etc., je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça fera boule de neige. Ouais, en tout cas, c'est ce que dit Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme aussi. Il dit qu'il y a des cycles comme ça d'égocentrisme dans l'histoire, ouais, où quelques égocentriques ont le pouvoir. Et donc forcément, bah, ça nuit à toute la masse.
Mais il dit, Mm. dans certains cas, ce sont les égocentriques qui perdent le pouvoir, et ce sont les altruistes qui prennent le pouvoir. Et donc, il faut espérer que progressivement, les gens s'inspirent justement de gens qui font un petit peu autorité dans ces domaines, comme Mère Teresa, comme ça, Sainte Dalai Lama, etc. Des gens qui on sait que c'est en accord avec la nature humaine, fondamentalement. C'est de ça qu'on parle ici avant tout, c'est de l'humanisme. C'est pas d'autres ismes comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc., etc. Mais c'est surtout Mais Christophe, ça apporte rien, ça. de quoi l'humanisme ou Est-ce que le tu vas avoir bouddhisme. des trucs sonnants et trébuchants quand tu dis ça? Non, voilà, donc ça sert à rien. Je rigole hein, quand je dis ça, mais en gros, c'est ça. Oui, alors on voit dans certains cas, alors après, c'est pas nécessairement l'altruisme, mais par exemple l'écologie, on voit que les gens gagnent de l'argent avec de l'écologie. On peut perdre moins d'argent en étant écologiste, etc., en étant écolo. Donc ça, c'est aussi une partie de l'altruisme. Être écolo, c'est pas uniquement pour soi, pour éviter que la rivière déborde chez soi uniquement. C'est aussi pour le bien des autres qui vivent sur la même planète, en fait. Et l'écologie, ça rapporte. Donc, mais après, c'est pas l'altruisme pur et dur, c'est une résurgence un petit peu de l'altruisme. Après, on peut Mm. être écolo, j'imagine qu'il y a des gens qui sont écolos, pas nécessairement par altruisme, peut-être parce que simplement avec une peur de vivre noyé sous les eaux ou incendié, etc., etc. Ouais. Mais j'imagine Et quand on même peut que être si. aussi écolo et le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont... C'est pour ça que moi, je dis c'est compliqué parce que l'écologie, je suis d'accord, c'est important, sauf que ceux qui représentent l'écologie, ben, en fait, c'est pour moi, j'appelle ça les ayatollahs, entre guillemets, dans le sens, quand on va trop d'un côté, en fait, pour que les gens puissent adhérer, il faut être au milieu, quoi. Quand on va trop loin, ben, vous attisez de la haine et des réactions. Malheureusement, quelqu'un va venir vous dire, moi, je sais ce qui est bon pour vous, vous m'écoutez. Ben, on va lui dire non. Parce que c'est comme ça que réagissent les gens. Parce que Ouais. c'est l'égoïste, en fait, c'est le moi. Ah non, tu vas m'expliquer. Non, je veux pas que tu m'expliques. Parce que, en fait, c'est une réaction primaire. Pour amener les gens, en fait, il faut y aller progressivement, sans culpabiliser, sans taper un sur l'autre. Parce qu'en fait, c'est ça. Finalement, Mm. quand on essaye d'amener quelqu'un et on rejette une autre personne, ben on fait exactement la même chose, en fait. Mm. On peut pas éjecter une partie de la population pour faire ce qu'on a envie de faire. On doit le faire tous ensemble, en fait. Et malheureusement, d'un côté comme de l'autre, je trouve que c'est compliqué parce que chacun a ses idées et moi j'appelle ça les ayatollahs. Hein. Donc du coup, là, ben, c'est pour ça que ça marche pas. Ça Donc marche pas parce que justement, ils veulent inculquer quelque chose, mais sans nécessairement faire confiance à l'esprit critique des gens. Si on fait confiance à l'esprit critique des gens et qu'on on est pédagogue, qu'on explique le pourquoi ben, du voilà, comment, ça c'est ça. pour Oui, avec l'interdépendance, se dire que c'est fini de considérer qu'on est tout seul dans son coin et que ce qui se passe mmh. ailleurs dans le monde, ça ne nous impacte pas. Peut-être que par le passé, dans la préhistoire, c'était le cas, mais maintenant c'est terminé avec ce monde hyper connecté, etc. On sait très bien que voilà, ben, si on est pédagogue, si on explique vraiment les choses et des choses qui sont vraiment factuelles plutôt que des idées, parce qu'il y a des idées, des idéologies, il y a tout ça aussi, hein. Mais si on parle vraiment des faits avec l'appui de la science, bon, mais en même temps, comme tu le dis, il y aura toujours des gens qui vont être imperméables, hein. Regardez le dernier discours de Trump sur l'environnement, etc., sur le réchauffement climatique, où il dit que c'est de la conspiration, etc. Mais on se dit, voilà, il faut vraiment insister sur une éducation pédagogique, une éducation qui commence déjà petit, quand les gens ne sont pas encore des dictateurs égocentriques, mais quand ils sont encore suffisamment perméables au raisonnement, à l'esprit critique, etc. Et peut-être qu'il y aura des solutions. Mais en effet, ça va prendre du temps. C'est comme ça. Croisons les doigts. J'espère. Mm.
Mais en tout cas, c'est important de garder aussi notre compassion pour ces personnes-là, parce que, en effet, ils sont aussi bouffés par cet égocentrisme. Ça se voit d'ailleurs, on voit qu'ils rigolent pas Bah beaucoup. oui. On voit qu'ils sont pas très. Ouais. Et donc, ça se sent, on sent que l'ego prend toute la place et que le moindre truc peut faire tout défaillir, enfin, peut chatouiller énormément. Donc, ça se ressent, c'est presque palpable. Donc, ces personnes-là ont besoin de notre compassion aussi. C'est très, très important. Ouais. Ok, En fait, merci beaucoup. Oui. j'allais dire, ça fait mal de voir des gens qui ont énormément d'ego comme ça parce que on sait que le moindre petit truc va leur procurer une sensation désagréable et qu'ils vont éprouver énormément de souffrance à la moindre petite, dès qu'ils sont un petit peu froissés, quoi. Tout à fait. Et c'est extrêmement triste, finalement. Oui. On marche Oui. sur des œufs. Ouais, Ouais. Exactement. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu ça, c'est se dire oui. Dès l'instant, on essaie d'avoir quelque chose de factice, comme le masque. Hein, si vous vous souvenez, peut-être à l'école, on étudiait ça, on disait la personne, ça vient de personare. Ouais, faire sonner, c'était le Oui. masque des acteurs de théâtre. Et donc, la personne, on voit que c'est de plus en plus comme un masque. Déjà mmh, qu'on est dans une saisie par rapport à la personne, etc. Mais avec l'hyper-connectivité, avec l'hyper-médiatisation, etc., on voit que les masques sont d'autant plus effrayants et d'autant plus fragiles aussi. Et plus ils ouais, sont fragiles, en fait, plus ils peuvent être remis en question très facilement. Et donc, c'est pour ça que c'est dangereux. Parce que la personne peut vraiment, quand elle a du pouvoir, en plus, elle peut vraiment faire du mal autour d'elle. Ouais, c'est mmh, triste. Mais en même temps, Donc, on est obligé d'avoir de ce masque parce qu'on ne peut pas être, comme on est tous en interdépendance, on ne peut pas, en fait, comment dirais-je, dans le socialement, on est, comment dirais-je, un juge est obligé d'avoir son masque de juge, un hmm, docteur va avoir son masque de docteur, chacun est obligé d'avoir son masque, en fait. Après, le hmm, truc, c'est qu'il ne faut pas s'identifier au masque, c'est-à-dire je ne suis pas le masque. Je suis, voilà, j'ai un travail, mais derrière le masque, il y a un être humain, en fait. Il y a pas, je suis pas le masque, quoi. Je suis pas le ouais, juge tout le temps. Je suis pas le exactement. dentiste matin, midi, soir, Ouais, ouais, tout ou le à fait. docteur, ou je ne sais pas. Ouais, c'est de ne pas s'identifier à ce statut social, etc., qui est aussi, C'est lui aussi ça. interdépendant. Parce que, oui, en effet. Parce qu'il peut y avoir des sous-couches dans le masque. Alors, le masque de la personne dans la vie privée, le masque de la personne dans sa vie sociale avec les potes, le masque C'est du ça, bah statut oui, bien sûr. professionnel, mmh, etc. Et ça peut être extrêmement, extrêmement lourd. Mais ça pourrait aussi être l'occasion d'en parler une autre fois, ouais, au cours d'un autre Mhm. cercle de ce qu'est la personne, de comment est-ce qu'on s'identifie à nos pensées, à nos actes, etc. Ça peut être une bonne façon aussi de parler de résilience, pourquoi pas. Eh ben, c'était Mhm. super, merci beaucoup, merci d'avoir partagé en toute Merci simplicité, en bien. toute droite, d'avoir merci refait à le toi. monde comme Merci là. à toi. Merci, Christophe. Merci à tous. Merci. Merci, à la Merci. Merci prochaine. à Merci, Je Christine. tous. Merci dirais pas que beaucoup. ce sera peut-être pas tous les dimanches soirs, Oui, ce oui, sera aléatoire, mais vous serez Mmh, informés chaque fois, ouais. tu Merci nous dis, oui, pas de beaucoup. ça souci. Merci, prenez bien marche. soin de vous. Merci bien, bonne soirée à tous. Merci, Merci. bonne Salut À soirée à tout le tous. monde. bientôt. Bonne À Merci. soirée tout le bientôt. monde. Bonne Bye. soirée. Ciao, ciao.